Bonjour à tous, Franck Muller, et oui, nous sommes déjà mardi 26 mai. Je vous ai abandonné 2-3 jours, j'étais très pris et puis très embêté par toutes ces histoires de censure de Facebook. Bien, j'espère que vous m'entendez un petit peu mieux, j'ai fait l'acquisition d'un micro qui ne m'apporte pas entière satisfaction car il y a il me semble, légers petits grésillements, mais en tous les cas, la voix va être un peu plus forte et mieux portée. Bien, ce matin, je rouvre de nouveau mon ordinateur, après avoir eu 24 heures de restriction, puis 72 heures, et on me ressort qu'on voulait me remettre encore 72 heures pour le même texte. Mais comme ce texte avait été publié dans plusieurs groupes, à chaque fois on vous ressort votre publication dans un autre groupe, et on vous dit « Ah, c'est interdit » et tout, et voilà. Et du coup, eh ben, ils voulaient me restreindre mon activité, de m'empêcher de publier. À première vue, c'est pas encore passé. Alors je sais pas. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de dialoguer avec eux parce que sur les pages d'explication après le verdict, c'est très compliqué de leur dire vous m'avez déjà puni la semaine dernière pour le même texte, vous n'allez pas quand même étant donné qu'il a été partagé 10 fois, me pénaliser de 10 fois 72 heures de restriction. Bon, on verra. Alors effectivement, plusieurs personnes m'ont écrit et qui m'ont dit j'ai été censuré aussi sur une vidéo sur génération identitaire en procès contre l'imam de Poitiers. J'ai compris d'où venait l'algorithme. Si vous mettez génération identitaire dans un titre, cela a de grandes chances que cela soit censuré. La chasse aux CRCR ne fait que commencer. Et on en a eu plein. J'ai même d'ailleurs TV Liberté. Je confirme, bonjour à tous, je confirme que les noms Génération Identitaire, Casapound, c'est un groupe patriote, souverainiste, un petit peu néofasciste, mais dans le terme, pas dans le bon terme du fascisme, enfin bon, je rentre pas dans les détails, mais enfin voilà. Et puis Tommy Robinson, quelqu'un qui avait dénoncé les fautes de la justice anglaise parce qu'elle se battait contre les enlèvements des petites jeunes filles qui étaient enlevées par des gangs de Pakistanais. Et c'est lui qui s'est retrouvé au tribunal. Et, parce qu'en fin de compte, pour éviter d'être traité des racistes, la police anglaise n'arrêtait pas les délinquants pakistanais qui enlevaient et mettaient en prostitution des gamines de 12-13 ans. Voilà. Et lui est tombé là-dessus, il a dénoncé, puis en fin de compte, au contraire, c'est lui qu'on a mis en tôle. Donc voilà. Alors, ces 3 noms déjà sont immédiatement repérés, supprimés par les algorithmes de Facebook, ironie du sort. Même si vous dites du mal des organisations et du personnage, là, eh ben, vous êtes quand même... le simplement fait que l'algorithme aperçoive ce nom, touc, vous êtes mis à la trappe. Voilà, hein. Et c'est quelqu'un qui est chargé de développement à TV Liberté qui m'écrit. Bon, et en fin de compte, je me retrouve que je suis en plein cœur de l'actualité, dans la mesure où je reçois un mail de Valeurs Actuelles. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'était un petit peu passé à travers, et qui nous dit, je les cite, la semaine passée, de nombreux lecteurs se sont plaints auprès de nous d'avoir été momentanément bannis de la plateforme Facebook pour avoir partagé l'un de nos articles. Oui, nous avons eu l'outrecuidance de publier un article à propos de génération identitaire. En effet, comme nous l'avions révélé il y a quelques semaines, le réseau social Facebook interdit tout contenu sur sa plateforme ayant pour sujet cette organisation patriote, cette organisation anti-immigrationniste qui lutte pour, que l'on observe la loi. La loi dit qu'on ne rentre pas en France comme ça, qu'on dépose une demande de visa et qu'on ne vient pas s'installer et ensuite venir pleurer et demander des aides. Mais bon, ainsi Facebook souffle le chaud et le froid, le bien et le mal et décide des sujets sur lesquels nous avons le droit d'informer nos lecteurs. Et comme par hasard, il y a 2 semaines, nous publions également un article révélant la composition de la Cour suprême de Facebook, instance décidant des contenus autorisés sur la plateforme, et nous avions été surpris d'y voir, entre autres, une des membres des frères musulmans et une cadre de l'organisation de George Soros. Il n'y a pas de hasard. Après la loi Avia adoptée, il y a peu, il y a les incessantes attaques contre la liberté d'expression et de la presse. Voici un nouveau coup porté à celle-ci. Bientôt, il n'y aura plus que dans nos colonnes, donc Valeurs Actuelles, que vous pourrez vous trouver
informés de certains sujets. Encore, il vous restera impossible de les publier sur les différents réseaux. Voilà, et effectivement, à la suite de ça, il y a plein de personnes qui ont publié des petits textes. Puis-je avoir votre article sur la censure de génération identitaire? Facebook m'interdit de publication pendant 24 heures pour avoir partagé votre article. Je viens d'être bloqué sur Facebook pour un post que j'ai mis de valeur actuelle sur la répression sur génération identitaire. Et un autre... Voilà, bonjour, ça devient difficile de vous citer ou de vous publier, et la personne a eu interdiction de publier pendant 7 jours. Voilà. Donc vous voyez, en France, sur des réseaux destinés au public français, il est très difficile de faire valoir une petite identité, simplement, hein, un particularisme. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc il faudra appeler ça non pas génération identitaire, mais génération terroir ou quelque chose comme ça. Alors, le but, pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invite à une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était, et le monde autour de lui commence à oublier encore plus vite. Réfléchissez. Mon Dieu, Camille Jordana. Oh là là. Bon alors, déjà, cette petite fille d'immigré algérien est la fille d'un chef d'entreprise de transport en béton et d'une thérapeute en développement personnel. La grand-mère est née d'une fratrie pauvre de 9 enfants, vient en France avec son mari, travaille ensemble pour cultiver des pêches dans le Var dans les années 50. Ah, son grand-père était un référent local du FLN. Moi, ça me surprend toujours, je veux dire... Chacun chez soi, chacun a raison de vouloir être maître dans son pays. Mais des gens qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie, ils ne voulaient plus voir les Français, ils ne voulaient plus voir les colons. Et puis ensuite, après, au prix de nombreux morts, il y a l'indépendance de l'Algérie. Et puis en fin de compte, ces gens viennent en France, comme si ça leur manquait, pour trouver du travail et pour nourrir, pour leur bouche à nourrir. Ah, faut-il croire que peut-être c'était plus facile du temps des Français? Je ne sais pas. Mais bon, vous voyez, c'est très... Moi, je veux dire, les Allemands sont partis de France occupée en 1944. C'est pas moi qui serais allé en 1947 aller dire en Allemagne, toc, 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 vous n'avez pas du boulot pour moi, hein? Bah, c'est normal. Bon, et là, je ne comprends pas. Et tous les Algériens viennent en France, viennent se faire soigner dans les différents hôpitaux, à Marseille et tout, voilà. Sans aucun... racisme de ma part, mais un étonnement. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi tous les gens rêvent de venir en France. Voilà. Après, si quelqu'un a l'explication, ah oui, mais parce que c'est nique la France, c'est-à-dire que vous nous avez occupés pendant 130 ans, alors maintenant, on vient se rembourser et en vivant sur votre dos, enfin une histoire comme ça. Bon, j'ai déjà eu ça. Hein. Enfin, ouais, bon. Alors, Camilla Jordana. Elle n'a pas peur, elle milite, elle ne subit pas, elle distille des discours. Alors, que penser de cette triste affaire? Une actrice, enfin, ancienne chanteuse, nouvellement actrice, moi j'ai rien contre elle, hein. Bon, je me souviens de certaines de ses chansons, je trouvais sympathique, hein, avant qu'elle commence à parler. Elle se permet d'énoncer des contre-vérités stupides et dangereuses sur la police, se sentant certainement investie d'une représentativité qu'elle n'a pas. Elle est là pour dénoncer avec la sincérité d'une vraie victime des événements qu'elle a vécus. Elle a suffisamment expliqué sa jeunesse dorée pour n'avoir jamais dû être confrontée au contrôle de police dans les tristes cités de nos banlieues. Alors qu'est-ce qui la motive et comment peut-elle diffuser un tel message sans aucune conséquence, sans autre conséquence que la publicité que ça lui donne à sa personne? Ce genre de propos participe évidemment d'une entreprise organisée de destruction de l'autorité dans notre société. Il y a une espèce de mouvance très puissante, hyperactive, qui multiplie des collectifs, qui organise la révolte dès qu'un délinquant est tué, alors que même ce délinquant s'oppose aux représentants de l'ordre. On diffuse des vidéos dès que les mêmes représentants de l'ordre utilisent la force, même dans les cas où cet usage est légitime. On crie immédiatement à la bavure. On réussit même à faire passer le terme de violence policière dans le langage courant, comme on parle des violences urbaines ou des violences conjugales. C'est presque un délit banal, tant il est fréquent. Ceci n'exclut pas les vraies bavures, les bavures sur les gilets jaunes, etc., etc.
Mais des gens qui se baladent à 9 heures du soir sur des véhicules volés et qui forcent des barrages, bon, après, on ne va pas les accueillir avec un paquet de bonbons. Hein. Bon, alors ces mêmes personnes hurlent à l'assassinat quand un conducteur de moto se tue accidentellement en roulant comme un imbécile sans casque. Et les mêmes se réjouissent quand un policier est blessé, condamné ou tué. Mais ces personnes peuvent le faire, c'est parce que notre société leur accorde une parfaite impunité, voire une tribune libre. Alors crier au racisme, alors qu'on les laisse parler et s'exprimer, au contraire, ils en racontent plus que de vrai, si elles peuvent le faire, c'est notre société leur accorde donc cette parfaite impunité. La liberté d'expression est évidemment une valeur fondamentale de notre République. Sauf quand moi je parle des SDF français, je n'ai pas le droit de m'exprimer sur Facebook, mais bon. Donc il est hors de question en théorie de restreindre de quelque manière que ce soit cette liberté d'expression. Il faut opposer aux destructeurs de notre société la parole vraie. Il faut contrer ceux qui bavent sur leur propre terrain, les confronter sur leurs accusations, porter un message juste et clair. C'est l'État qui est directement visé, c'est à lui de riposter. Il faut qu'il le fasse toujours avec force, avec détermination. Pourtant, rien n'est fait. L'État a perdu la guerre de l'image avec la gestion médiatique désastreuse de la crise des Gilets jaunes. Il a perdu la guerre du verbe, de la sémantique, en laissant se banaliser des expressions que chaque membre des forces de l'ordre trouve évidemment outrageantes. Le résultat prévisible de cet échec, c'est le chaos absolu, car l'État perd sur tous les fronts de la communication. Outrage, refus d'obtempérer, violences gratuites contre les policiers sont en inquiétante augmentation. Le policier devient une cible idéale et un défouloir de haine. Le policier, les pompiers, les médecins, tout ce qui tient un petit peu de l'organisation de l'État, automatiquement, ces gens-là, les transports en commun, sont caillassés, sont agressés. Vous voyez, ça va loin. Hein. Le combat mené par les opposants porte quotidiennement ses fruits en rendant le travail de la police toujours plus difficile. Le monde judiciaire a quant à lui depuis longtemps renoncé à appliquer la loi avec fermeté. Manque de moyens, de motivation et puis une certaine vision idéologique très très marquée à gauche. Et ce bon sens ne fait plus recette au tribunal et la sanction n'est plus qu'un concept lorsqu'il s'agit, sauf bien sûr quand il faut condamner les policiers. Face à une telle situation, les forces de l'ordre sont bien seules. Les femmes et les hommes qui les composent gardent souvent leur motivation. Le risque est grand qu'ils refusent de faire tenir la société sur leurs seuls efforts. Le dernier rempart est bien chancelant. Vraiment, tous les indicateurs sont au rouge. Il faut prendre garde à cette situation. Il faut réagir avant que la France ne sombre. Je dis, la loi ne doit s'appliquer à tout le monde. Avec politesse, effectivement. Bon, il y a peut-être souvent des problèmes, mais bon, il y a quand même aussi l'attitude et comment dire, les gangs organisés, les revendeurs de drogue qui ne veulent pas de contrôle, qui veulent continuer à faire leur trafic tout seuls. Bon, là aussi, hein. Donc moi, je continue à me battre tranquillement à ma modeste place, mais c'est au niveau de l'État qu'il faudra certainement plus que quelques phrases de M. Castaner pour redresser la situation. Il faut des gestes forts. Voilà. Ce qu'on peut dire sur l'affaire Camilla, hein, bon, moi je pensais même... vous voyez, pour vous dire, je suis naïf. Je suis resté sur son nom, Camilla Jordana. Alors je ne sais pas quel est son vrai nom de famille. Mais on est tellement habitué à avoir des chanteuses, des actrices qui sont issues de l'immigration. J'ai même pas pensé qu'elles pouvaient être d'origine algérienne. Vous avez d'autres actrices qui ont bien le nom de famille et tout. Donc vous pensez qu'elle est originaire du Maghreb. Mais Camilla Jordana, j'ai vu un film il y a 2 jours où elle joue un peu la beurette des cités, elle fronce un peu le nez, elle fait l'air avec capuche et jogging. Ah là, vous dites, ah oui, c'est vrai, elle fait bien la fille, entre guillemets, voilà, qui est typée, typée capuche, voilà. Hein. Mais d'ailleurs, il était pas mal, ce film, il montrait bien les problèmes de communication et que il fallait faire des efforts pour s'intégrer, s'habiller différemment, sentir une certaine ouverture, articuler. Je le fais pas assez, moi, je sais. Voyez, bon. Bonjour monsieur, merci madame, ravi d'avoir fait votre connaissance. Voyez des trucs, et pas les mains dans les poches et la capuche sur la tête. Après, voilà. Hein. Et quand on n'est pas rappeur. Hein. Bon, enfin, on nous apercevons qu'en France, c'est un désastre.
Oui, un désastre que vit actuellement la France. Il me semble que c'est un texte qui serait de Charlie Hebdo, qui n'y va pas de main morte et n'a pas assez de mots assez durs pour fustiger la gestion de cette crise sanitaire, un désastre que vit actuellement la France. Le mot crise ne suffit plus à définir la situation présente. La France vit des heures de désillusion aussi profondes que celles qu'elle avait connues en mai 40. La France pensait avoir le meilleur système de santé du monde, comme elle était convaincue d'avoir la meilleure armée du monde en 1940. Et puis sous nos yeux, tout s'est effondré à une vitesse inimaginable. Sous nos yeux, oui, sous nos yeux. Et on se demandait pourquoi la France avait manqué d'avions efficaces, d'armements modernes, comme des chars d'assaut, et pourquoi les soldats portaient encore des bandes moltières alors que les soldats allemands avaient des bottes en cuir. Aujourd'hui, on s'interroge pour comprendre pourquoi il n'y a pas assez de masques, pourquoi il n'y a pas assez de respirateurs artificiels, pourquoi la France est obligée d'importer des produits réactifs pour fabriquer des tests de dépistage. Je ne parle pas des masques. On perd notre temps à discuter de problèmes d'intendance qui n'auraient pas dû exister si le système de santé français était vraiment le meilleur du monde. Mais le système de santé français n'est plus le meilleur du monde. La France n'est plus un grand pays, mais une petite nation mesquine, bouffée d'orgueil et de prétention. Et en face d'un virus microscopique, l'orgueil et la prétention, ça ne sert à rien. C'est une injustice insupportable. Il faudra se poser la question de savoir pourquoi un tel désastre. On ne peut s'empêcher de se tourner vers le livre de Marc Bloch, qui avait vécu la défaite de 40 de l'intérieur, qui se posait la question de savoir comment cela avait été possible. Ça s'appelait « Étrange défaite ». Cette catastrophe en cours nous amène inévitablement aux mêmes conclusions. Incompétence, inorganisation, absence de vision à long terme, improvisation. Et moi je dirais quelque part, je me pose la question, quelque part, s'ils n'ont pas fait exprès, et si ce n'est pas de la malveillance. Bien. Et fait exprès pour nous pousser vers le vaccin, etc. etc. Je m'interroge très fortement. En résumé, il semblerait qu'il y ait une nullité de nos dirigeants, et en particulier de ceux en charge du système de santé français. Cette génération de hauts responsables de la santé en France est en train d'entrer dans l'histoire comme les généraux de l'armée française en 40, une caste de petits chefs, de techniciens, imbus de leur position, de leur suffisance, qui, face au coronavirus, avaient une guerre de retard, comme la plupart des généraux de 1940, qui se croyaient encore en 1918. Ceux qui en payent le prix, ce sont les morts de plus en plus nombreux, mais aussi les médecins et soignants qui se sacrifient en y laissant leur peau. Et oui, ils laissent leur peau pour attraper les erreurs dont ils ne sont pas responsables. C'est toujours le trophion de base qui paye de sa vie la nullité de ses hiérarchies. Voilà, je répète, la France n'est plus un grand pays, mais une petite nation mesquine, bouffée d'orgueil et de prétention. Et voilà, cette injustice insupportable, il faudra en répondre d'une manière ou d'une autre. Le président de la République a très vite comparé cette épidémie à une guerre. Cela pouvait sembler habile, afin de mobiliser la nation entière contre le terrible ennemi. Mais cette comparaison se retourne déjà contre ceux qui croyaient en tirer parti, car en face d'un tel désastre, on ne pourra pas se contenter de quelques gerbes de fleurs et d'une distribution de légions d'honneur ou de médailles en chocolat pour le personnel de santé. Le besoin de justice est le sentiment qui structure une société. Quand il est bafoué, ce n'est pas seulement le système de santé français qui s'effondre, mais la totalité de l'édifice. Et oui, triste constatation. J'ai vu que dans certains hôpitaux, j'ai pu encore publier ça ce matin, la prime, ils n'auront pas de prime. Comment expliquer ça? J'essaye de vous expliquer. Les personnels des établissements de santé privés, à but non lucratif, contribuant au service public de la santé, sont les grands oubliés de ce mouvement légitime de reconnaissance par rapport à l'engagement et au dévouement des équipes de personnel soignant. Par exemple, on a un hôpital qui s'appelle Saint-Joseph-Saint-Luc. C'est un établissement privé qui fait fonction de service public de la santé. Et ben, les employés n'auront pas droit à la fameuse prime. Voilà. Enfin, on peut espérer qu'il y aura une réévaluation générale des salaires, mais je suis sceptique. Enfin, ils en parlent, c'est déjà ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Donc, j'attends un petit peu vos commentaires sur le volume sonore. Et puis, écoutez, je serre les fesses. Pour l'instant, Facebook n'a pas l'air de bloquer ma page, malgré les menaces de ce matin. On verra. Mais bon, c'est un grave problème. C'est un grave problème. On n'a plus le droit d'échanger
du moment que l'on parle de choses sans injure, non. Et en fin de compte, d'autres ont le droit de parler. C'est complètement affolant. Enfin bref. Sur ce, je vous remercie. Il est temps de terminer, continuer d'aller au boulot. Hein. Cette publication sera diffusée ce mardi soir. Voilà, je vous laisserai le soin de la partager le plus possible pour qu'il y ait un peu des idées comme ça qui viennent et que les gens se disent oui, c'est bien beau Macron, mais il nous embobine. Hein. Voilà, vous êtes français, vous pouvez être fiers d'être français. C'est pas pour cela que l'on pense du mal de pays étrangers, de religions différentes, mais bon, on a quand même envie de sauvegarder un petit peu notre culture et non pas d'être complètement... qu'on vous enlève notre mémoire et qu'on vous inculque le multiculturel, etc. Je veux dire, voilà, après, c'est tout. Tout le monde veut garder une certaine identité. Un Algérien est un Algérien, et il ne veut pas qu'on le prenne pour un Marocain, et le Tunisien, c'est la même chose. Et puis un Sicilien est fier d'être Sicilien. C'est des racines, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je revendique. Hein. Après, voilà. Pas tous être au McDonald's. Bon. C'est tout. Moi, je me fais l'interprète un petit peu d'un Gaulois réfractaire, plein de bon sens, j'espère. Et un peu virulent. Hein. J'aime pas qu'on marche sur les pieds. Allez, je le fais avec sourire. J'espère que ça vous intéresse et que ça vous donne quelques pistes de réflexion. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Partagez, likez, abonnez-vous. 6000 abonnés quand même maintenant. Hein. Mais ils ne regardent pas tous, c'est ça le problème. C'est gentil de vous abonner, mais regardez quand même un peu. Allez, je vous remercie infiniment. À très bientôt. Au revoir.